tous. Si vous me voyez à certains moments faire un geste avec le doigt, c'est que j'admets d'autres gens dans cette visioconférence. Bienvenue à tous à Unifpop et grâce à Arnaud Carré, nous allons pouvoir quelque chose que nous avons beaucoup repoussé puisque c'était évidemment pas du tout comme ça que nous imaginions la chose. Nous imaginions cela en présentiel et pourquoi pas, ça aura peut-être lieu un jour, c'est ce qu'on espère. Alors, on dédie cette soirée très particulièrement à deux personnes, Margot Meurice, poétesse, et Benjamin Fauge, musicien, qui normalement aurait dû être avec nous et du coup, on a fait autre chose, vous allez voir, pour que les sciences rencontrent les arts, puisque c'est exactement de cela qu'il s'agit. Alors, je commence à présenter Arnaud Carré, qui est avec nous ce soir. Arnaud Carré est enseignant-chercheur en psychologie à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Il est directeur adjoint du laboratoire interuniversitaire de psychologie, donc Chambéry-Grenoble. Il est psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie de formation. Il s'intéresse aux troubles émotionnels et aux questions de santé mentale dans une perspective de santé publique. Alors, le thème de ce soir, la chimie de l'amour, pour quelqu'un qui est de la science, ça lui a peut-être fait s'arracher les cheveux à un moment donné. L'idée était double. L'idée, elle part d'un livre de Jean-Pierre Changeux, qui, me disait-il tout à l'heure, n'est pas tout à fait démodé, L'homme neuronal, et qui permettait d'expliquer un certain nombre de processus dans le cerveau. Et puis, il part également d'un film extraordinaire qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, d'Alain Resnais, où Henri Laborit alternait une belle histoire d'amour avec un certain nombre d'explications sur ces rats et ces souris. Alors, on n'a pas de rats et pas de souris ce soir, mais par contre, nous avons de l'amour. Comme on est obligé de tout faire dans cette maison et que nous n'avons pas la chanteuse Lucienne Boyer de 1930, c'est moi qui m'y colle, donc vous m'écoutez comme vous voulez. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Alors, Arnaud Carré, si vous nous parliez un petit peu d'amour, du point de vue de l'enseignant-chercheur, psychologue que vous êtes, Lucienne Boyer avait évidemment en 1930 une autre perspective. Elle avait probablement une autre perspective, la sienne en tant qu'individu, la sienne aussi en tant qu'artiste. Elle a une coloration, une identité professionnelle. Et c'est un peu ce qui va jouer ici de mon côté. Je vais aussi vous parler d'amour en répondant aux questions que vous pouvez me poser, mais sous un prisme avec une certaine coloration en lien avec mon identité professionnelle, j'entends. Et l'idée, c'est que moi, je vous en parle avec peut-être un parti pris, en tout cas, qui est celui du psychologue qui s'intéresse à fonctionnement de l'individu, du niveau mental au niveau comportemental, des aspects très internes à ce qui est visible extérieurement, et qui va aussi participer, ces aspects mentaux et comportementaux, à un concept global d'adaptation, d'ajustement. Et les émotions permettent de s'adapter, de s'ajuster. Alors parfois, de manière très, très adaptée à court terme, moins à long terme, et pourquoi pas inversement. Ce qu'on va voir, c'est que c'est une problématique extrêmement riche, complexe, et qui nous amène au croisement du subjectif et de l'objectif. Et c'est souvent ça le travail à la fois du psychologue et aussi du chercheur, c'est de tenter d'objectiver un certain nombre de processus qui sont parfois très personnels et qui relèvent de l'intime. Et je crois que l'amour en est, de ce point de vue-là, un assez bel ambassadeur. Très bien. Alors écoutez, on va commencer par le commencement. Et commencer par le commencement, ça pourrait être le Moyen-Âge finalement. Parlons filtre d'amour. Et on aurait pu, sinon, citer l'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi, etc.
si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. Non, on va passer par Tristan et Iseult, hein, quand même, qui nous rappelle le filtre d'amour, et on va se demander si tomber amoureux, c'est un accident, c'est volontaire ou pas. Donc, Tristan et Iseult. Quand le temps approcha de remettre Iseult au chevalier de Cornouailles, sa mère cueillit des herbes, des fleurs et des racines, les mêla dans du vin et brassa un breuvage puissant. L'ayant achevé par science et magie, elle le versa dans un coutret et dit secrètement à Brangien : « Fille, tu dois suivre Iseult au pays du roi Marc, et tu l'aimes d'amour fidèle. Prends donc ce coutret de vin et retiens mes paroles. Cache-le de telle sorte que nul œil ne le voie et que nulle lèvre ne s'en approche. Mais quand viendront la nuit nuptiale et l'instant où l'on quitte les époux, tu verseras ce vin herbé dans une coupe et tu la présenteras pour qu'ils la vident ensemble au roi Marc et à la reine Iseult. Prends garde, ma fille, que seul il puisse goûter ce breuvage, car telle est sa vertu. Ceux qui en boiront ensemble s'aimeront de tout leur sens et de toute leur pensée, à toujours, dans la vie et dans la mort. Brangien promit à la reine qu'elle ferait selon sa volonté. Alors Arnaud Carré, Tristan et Iseult, pour se demander, le filtre d'amour, est-ce que ça existe ? Et notamment, est-ce qu'on est libre ou pas libre d'aimer ou de ne pas aimer ? Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de points qui sont à aborder avec cette question. Je suis loin d'être un expert, mais la littérature, un certain nombre d'œuvres, et aujourd'hui, je crois qu'on a aussi un grand éventail d'œuvres qu'on peut regarder à travers les plateformes de séries ou au cinéma, nous amène à retraiter souvent, je trouve, de cette idée, le libre arbitre est-il maintenu, ou alors dans des aspects fantastiques, y a-t-il une potion magique qui pourrait permettre de tomber amoureux. L'idée, au regard de ce que l'on sait du fonctionnement et de la psychologie, alors humaine, mais peut-être pas que, parce qu'on retrouve aussi un certain nombre d'ancrages dans une littérature scientifique qui porte sur les mammifères en général, par exemple. Et puisque l'on sait de la biologie, de la biochimie qui est associée à tout cela, de spécificité du fonctionnement cérébral, bien, nous invite quand même à avoir un avis un peu mesuré sur la question. Et en fait, quand on est dans cette question qui est celle de l'amour, qui est celle du tomber amoureux, qui est celle des forts sentiments, on est en fait dans le contexte des émotions qui, par leur intensité, peuvent guider un certain nombre de processus de raisonnement, qui peuvent guider un certain nombre de processus de traitement de l'information au niveau de notre attention, au niveau de notre mémoire, au niveau de notre langage. Et de la même manière que une joie, une tristesse, une peur, une colère, qui sont des émotions dites de base, qui sont des émotions assez fondamentales, peuvent façonner notre manière dont on traite l'information, donc notre manière dont on perçoit, encode et interagit avec le monde. Eh bien, l'amour va aussi potentiellement nous influencer. Mais c'est de ça dont il s'agit, c'est une influence de certains de nos processus, une coloration de certains de nos processus, plus qu'une perte de notre liberté, une emprise, même si la thématique au sein, par exemple, des émotions positives et plus particulièrement des sentiments amoureux et encore plus particulièrement d'un état atypique ou spécifique plutôt dans ce domaine-là qui est celui du coup de foudre, peut amener à décrypter un petit peu des choses qui sont du ressort de peut-être pas je ne suis plus libre, mais je fonctionne différemment. Et mon contrôle des choses, mon contrôle de ce que je ressens, de ce que je fais, mon rapport à l'environnement peut être effectivement différent. Mais il ne faut pas oublier que même dans cet aspect
très bouillonnant qu'est l'émotion et cette capacité à venir interférer ou modeler un certain nombre de nos aptitudes cognitives, nos aptitudes mentales, de notre raisonnement plus particulièrement, on n'en reste pas moins doté de son libre arbitre, de capacité de contrôle. Et finalement, vous savez, cette fiole magique qui fait que quiconque en boira tombera amoureux ou amoureuse de la première personne perçue. Bon, en fait, ça permet de faire des jolies histoires, de longue date d'ailleurs, mais ce n'est pas restitué aujourd'hui d'un point de vue des processus neurochimiques, tout comme ça ne saurait constituer par exemple une cible thérapeutique dans des pathologies. On sait que les individus vont avoir du mal à nouer des liens très forts. Voilà. Donc il y a une petite part de vrai, il y a des séquences qui vont renvoyer à du vrai qui sont presque des fondamentaux de comment interagit la cognition, le système mental, ce qui guide nos comportements et les émotions. C'est très lié à une forme de dialogue entre différents territoires cérébraux. Mais finalement, alors peut-être c'est la déception si c'était l'une de vos Ah attentes, oui, ça ça ne va. va pas plus loin. Les grands romantiques parmi nous vont être orphelins ce soir. Tristan et Iseux, par lesquels nous avons commencé, sont d'ores et déjà fort déçus. On va demander à d'autres grands spécialistes de l'amour, Roméo et Juliette, d'essayer de nous parler d'un coup de foudre. Et le plus beau coup de foudre, probablement, c'est celui qu'on voit dans Roméo et Juliette au début. Et pour ceux qui connaissent, regardez à nouveau le magnifique film de Zeffirelli, Roméo et Juliette, même s'il y a de nombreuses versions et qu'elles sont toutes intéressantes. Roméo. Alors malheureusement, je le disais, comme nous ne sommes pas en présentiel, nous n'avons pas deux acteurs, je vous le lis donc. Roméo prenant la main de Juliette. Si j'ai profané avec mon indigne main cette chasse sacrée, je suis prêt à une douce pénitence. Permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d'effacer ce grossier attouchement par un tendre baiser. Juliette. Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n'a fait preuve en ceci que d'une respectueuse dévotion. Les saintes même ont des mains que peuvent toucher les mains des pèlerins, et cette étreinte est un pieux baiser. Roméo. Les saintes n'ont-elles pas des lèvres, et les pèlerins aussi? Juliette. Oui, pèlerin, des lèvres vouées à la prière. Roméo. Oh, alors, chère sainte, que les lèvres fassent ce que font les mains. Elles te prient, exauce-les, de peur que leur foi ne se change en désespoir. Juliette. Les saintes restent immobiles, tout en exaucant les prières. Roméo. Restez donc immobiles, tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Il l'embrasse sur la bouche. Vos lèvres ont effacé le péché des miennes. Juliette. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Roméo. Vous avez pris le péché de mes lèvres. Oh, reproche charmant. Alors, rendez-moi mon péché. Il l'embrasse encore. Juliette. Vous avez l'art des baisers. Alors, ce coup de foudre, Arnaud Carré, si magnifiquement montré par Shakespeare, avec des mains qui se touchent et qui bientôt ne pourront pas empêcher des lèvres de se toucher également, il existe le coup de foudre pour un psychologue? Alors, tout dépend de comment on le définit et peut-être revenir à certaines bases concernant la génération du lien entre les individus et notamment ce mécanisme, ce processus d'attirance que vont avoir des individus l'un pour l'autre. Et à mon avis, ça nous permet d'un peu mieux comprendre la logique derrière le coup de foudre. Souvent, l'attirance, on la voit en deux séquences. L'attirance, justement, dans ce contexte amoureux. La première séquence, on va l'appeler attirance primaire, c'est l'aspect physique, c'est le désir pour l'autre individu. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose
de très fort, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose qui, si on l'associe à des structures cérébrales et à leurs fonctions. Alors attention, il ne s'agit pas de rentrer dans une espèce de localisation simpliste, une espèce de phrénologie revisitée avec la bosse des maths et la structure de l'amour. C'est plus complexe que ça, ce sont des réseaux, c'est une information distribuée particulièrement dans le cerveau. Mais ce dont il est question, c'est quelque chose de très intense, de sous-cortical, donc les aspects les plus basiques, les plus automatiques du cerveau. Aussi, on pourrait décrire ces aspects-là comme étant caractérisés par le fait d'être inné, et autant l'être humain a besoin d'un certain temps, de certains apprentissages pour maturer, pour être opérationnel. Et là, on parle de choses qui sont rapidement, très très rapidement opérationnelles et qui fonctionnent sur un mode à nouveau assez fort, assez automatique. Et cette attirance primaire, elle est associée à cette recherche de l'individu, d'un autre individu, des comportements d'approche pour satisfaire un désir. Et le désir, il est concrètement sexuel, passionnel, là aussi peut-être envoyons le terme primaire. Derrière, il y a une logique évolutionniste qui est que tout ça, ça sert dans une perspective de l'évolution globale à chercher un ou une partenaire pour se reproduire et donc avoir sa propre descendance. Et sa propre descendance, c'est de manière plus globale aussi celle de notre espèce. Donc il y a ce premier aspect-là, et en gros, peut-être pour le résumer, on pourrait dire que le coup de foudre, c'est cet aspect très intense d'attirance vers l'autre et qui est très en lien avec des aspects de libido. Mais l'attirance, ce n'est pas que ces aspects primaires, ce sont des aspects beaucoup plus complexes, abstraits parce qu'ils rentrent dans une dimension affective et sociale. Et cet aspect affectif et social de l'attirance, il est cette fois-ci centré sur une personne et pas n'importe quelle autre. Et c'est peut-être ce qui fait la différence entre le désir et cette attirance primaire d'une part, et l'amour, cette volonté de nouer un lien plus construit, plus abstrait avec un autre individu. Et quand on regarde cette architecture-là, entre guillemets, des aspects fondamentaux, basiques, intenses, des aspects beaucoup plus complexes, beaucoup plus centrés sur un individu, beaucoup plus dans une perspective de long terme, et qui vont être beaucoup plus, à nouveau, faits d'affect, faits de symboles, probablement que le coup de foudre, ce serait sur un continuum une forme d'extrême. Ce serait le plus intense de ce niveau-là d'attirance physique, la libido dont on parlait, et d'attirance affective et sociale. De ce point de vue-là, oui, on serait capable, en quelque sorte, de modéliser le coup de foudre avec à nouveau cette très très forte attirance au regard de ce qu'on disait précédemment, et cette forte envie d'aller vers l'autre, ce déclenchement d'un certain nombre de comportements d'approche, eh bien c'est quelque chose qui devient en soi un but, une raison, presque en fait, sans rentrer dans de la psychopathologie pure et dure, mais presque une forme d'obsession. Vous savez, ces pensées intrusives, ces pensées répétitives, ces pensées donc obsédantes qui prennent de la place et qui s'imposent quelque part à soi, et dont on se rend compte que quand on essaye de les mettre à l'écart, tel un boomerang, elles reviennent. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'impose à nouveau, je crois que c'est le terme le plus adapté, à la conscience de l'individu, et qui va venir teinter là aussi un grand nombre de ces processus. Le coup de foudre, ce serait ça. Cet aspect à la fois d'attirance physique et d'attirance d'ordre socio-affectif. Alors, parlant de pathologie, évidemment, celui qu'on va citer maintenant, s'il le vivait dans sa chair, Gérard de Nerval, poète, et on va s'interroger si, lorsqu'on aime, est-ce qu'on aime l'amour ou est-ce qu'on aime une personne en particulier. Et ce très beau poème de Gérard de Nerval, Un jardin du Luxembourg. Alors imaginez-vous un homme un peu de mon âge,
et qui se promène dans un jardin. Elle a passé la jeune fille, vive et preste comme un oiseau. À la main, une fleur qui brille, à la bouche, un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'alluie, parfum, jeune fille, harmonie, le bonheur passait, il a fui. Alors, Gérard de Nerval a l'air de dire qu'il n'y a que cette jeune fille-là qui est l'objet de son amour. Et est-ce qu'il parle de l'amour lui-même ou de lui? Et quelle est la part du sentiment, l'amour, et la part de l'objet, la jeune fille, justement? Et puis, est-ce que éventuellement ça vous semble différent pour un homme ou pour une femme? Alors, la question est assez complexe et je redoute que l'on manque d'éléments empiriquement validés pour répondre clairement à cette question-là. Néanmoins, on peut élaborer un certain nombre d'hypothèses sur la base de données qui existent et de données issues, là aussi, si c'était susceptible d'intéresser un certain nombre d'entre vous, qui sont issus de différents domaines, et rien qu'à l'intérieur de la psychologie, qui est une manière d'aborder les choses parmi d'autres. On peut faire l'hypothèse que l'ethnologue, le sociologue, le philosophe pourraient voir les choses différemment. Mais au sein de la psychologie, il y a aussi plusieurs sous-disciplines, plusieurs courants qui peuvent aborder ces questions-là, qui vont de la psychologie des émotions à la psychopathologie, à la neuropsychophysiologie, voilà, psychologie sociale, bien entendu. Et donc, par rapport à tout ça, moi, ce que j'aurais tendance à mettre en avant, c'est que probablement que ce qui se joue ici, c'est cet aspect peut-être difficile à considérer quand on a une approche qu'on espère la plus rationnelle du fonctionnement humain, parce que c'est une personne et pas une autre. Et malgré, par exemple, ce que l'homme ou la femme, l'amoureux, l'amoureuse tentera d'essayer de réguler, d'essayer de rationaliser, eh bien, autant oui, ça pourrait être mentalisé, ça pourrait être rationalisé, ça pourrait être mis en mots avec une tentative d'objectivité du phénomène. Ça pourra être associé à des intentions. Il faut pas, je dois pas, je peux pas. Mais de là à ce que ce soit pleinement vécu de la même manière que c'est verbalisé, de là à ce que ce soit vraiment ressenti comme tel, et de là à ce que ce soit traduit en acte, je pense qu'il y a un certain écart, puisque on est là face à quelque chose que la littérature scientifique sur le domaine met assez souvent en avant, même s'il y a plusieurs hypothèses qui existent, hein, mais qui est le fait qu'à un moment, il y a des choses qui ne se décrètent pas, notamment dans cette question de l'attirance, du désir. Et en plus, si cette attirance, ce désir vient ensuite être associé à des sentiments plus complexes qui sont vraiment centrés sur une personne, eh bien, c'est une personne et pas une autre. Et ce qui fait qu'il y a eu une forme d'alchimie, eh bien, ça reste une question très complexe à traiter. Le deuxième élément que vous évoquez, c'est mais finalement, n'est-il pas amoureux de l'amour? N'est-il pas heureux d'être amoureux, amoureux de son état amoureux? Probablement aussi, et ça vaut ce que ça vaut, mais d'un point de vue neuropsychologique, une des structures cérébrales qui est impliquée, c'est notamment l'hypothalamus. Et cet hypothalamus qui va être impliqué dans un grand nombre de comportements, un grand nombre de processus affectifs, cognitifs, hein, vraiment dans beaucoup de domaines, et elle agit dans plein de domaines et elle n'est pas la seule à agir. Donc il faut faire attention aussi à un risque de réduction trop fort et maladroit du discours, mais cet hypothalamus est impliqué dans des comportements d'approche. Cet hypothalamus est impliqué dans des aspects relatifs à la régulation émotionnelle, relatifs aussi aux apprentissages, et probablement que l'amoureux a déjà eu des expériences d'amour qui lui ont permis quelque part de constituer des normes, des références, et que ça constitue une espèce de repère
pour ensuite chercher telle ou telle situation, tel ou tel confort, telle ou telle caractéristique. Et on voit bien que la première partie ici de ma réponse, qui est étayée sur une partie de la littérature qui met vraiment l'accent sur les aspects, à nouveau, d'une alchimie assez mystérieuse et dont on ne comprend pas bien pourquoi c'est telle manifestation chez un individu et encore une autre chez un autre individu, qui est une grande variabilité, un aspect assez incontrôlable. Et par ailleurs, eh bien, vous avez cet aspect très associé à son vécu, à son expérience, à ces normes que se constituent. Et puis aussi un peu, il faut le mettre, à mon sens, dans l'équation aussi, des normes groupales, sociétales. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste avec sa propre norme qu'on se construit, elle n'émerge pas toute seule, déconnectée d'un contexte. Tout ça est fait dans un contexte socio-culturel. Donc, vous voyez, la réponse, elle est peut-être une réponse mi-figue, mi-raisin. Il y a probablement quelque chose de l'ordre de la personne, et c'est elle et pas une autre. Voilà, c'est cette amoureuse qui est ciblée. Mais il y a aussi des aspects qui sont peut-être plus généraux et plus en lien avec un cadre de référence, voilà, des Alors, ordres de l'individu. on va poursuivre, puisque vous avez parlé de l'hypothalamus, on va poursuivre avec une poétesse un peu oubliée, Marceline Desbordes-Valmore, qui a eu ses heures de gloire à un moment donné, et ça s'appelle « Je vous ai donné mon cœur ». Alors, on ne va pas lire le poème en entier, mais juste pour que vous sentiez un petit peu l'esprit du poème, et on va se demander si c'est le cœur qui fonctionne ou pas. Vous aviez mon cœur, moi j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. La feuille et la fleur, et le fruit lui-même, la feuille et la fleur, l'encens, la couleur. Qu'en avez-vous fait, mon maître suprême? Qu'en avez-vous fait de ce doux bienfait? Comme un pauvre enfant quitté par sa mère, comme un pauvre enfant que rien ne défend, vous me laissez là dans ma vie amère, vous me laissez là, et Dieu voit cela. Savez-vous qu'un jour, l'homme est seul au monde? Savez-vous qu'un jour, il revoit l'amour? Vous appellerez sans qu'on vous réponde, vous appellerez, vous songerez. Vous viendrez rêvant sonner à ma porte, amis comme avant. Vous viendrez rêvant, et l'on vous dira personne, elle est morte. Et on vous dira, mais qui vous plaindra? Alors, l'organe de l'amour, mon cœur qui bat, dit la chanson, est-ce que, si on vous comprend bien, même si on a l'estomac noué, la gorge sèche, les mains moites, les frissons dans le dos, c'est où? C'est dans le cerveau que ça se passe? Expliquez-nous, s'il vous plaît, ce qui s'y passe. Alors, on aborde ici la question de la manifestation des émotions, et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même relativement bien documenté sur le fait que le phénomène émotionnel, c'est quelque chose qui se situe dans le cerveau, non pas dans une structure bien particulière, mais dans la mise en relation d'un certain nombre de structures entre elles. C'est un ensemble de structures, ce sont des réseaux. Et donc, ça donne une vision très, très cérébrale, mais non moins corporelle, puisque le cerveau a un effet, par exemple, sur les viscères, et les viscères informent le cerveau, et tout ça constitue, dans un dialogue entre des aspects très périphériques et très centraux, une représentation de son état, de son rapport au monde. Donc oui, ça se passe dans le cerveau, mais ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les poètes, les artistes ont fait des liens avec le corps. Le cœur qui bat, la gorge, vous les avez bien en avant. Alors, au niveau cérébral, ce que l'on a identifié peut-être comme siège particulièrement important, particulièrement présent dans cette grande machinerie qui est celle du traitement cérébral du sentiment amoureux,
eh bien, c'est les ganglions de la base, ce qu'on appelle aussi les noyaux centraux. Donc, on est sur des structures très centrales, des structures très impliquées dans un certain nombre de comportements automatiques. Donc, on a ces noyaux gris centraux. On a un complexe qui s'appelle le complexe limbique. Avec cela, on va aller vers l'amygdale, on va aller vers un complexe limbique étendu, hein, amygdale, hippocampe, hypothalamus, cortex singulaire, cortex insulaire. Et vous allez voir, en fait, quand vous faites un petit tour dans la littérature du domaine, qu'on retrouve les structures qui sont les structures phares du fonctionnement émotionnel. On retrouve aussi les fonctions phares en fait, du circuit de la récompense. Ce qui est le complexe neuropsychologique central de la thématique des addictions, du fonctionnement addictif. Là, on a parlé structure, mais il y a aussi des voies chimiques, des messagers, et ces messagers ont une fonction particulière. En tout cas, certains messagers dans certaines structures vont déclencher certains processus et d'autres messagers ou un même messager dans une autre structure va avoir un autre effet. Et là, c'est intéressant de voir que ce qui se joue dans le phénomène amoureux, bien, ce sont des choses très attendues quelque part. Quand on regarde justement les modèles émotionnels ou les modèles addictifs, on retrouve la sérotonine, donc qui régule des aspects fondamentaux de l'humeur et aussi de la physiologie. On retrouve la dopamine. Et la dopamine, ça va être ces aspects d'approche, l'intérêt, la motivation, cette espèce de curiosité qui se développe pour l'autre. Et quand je vous parlais tout à l'heure des aspects assez obsessionnels, c'est pas uniquement, mais c'est aussi pour ces aspects très centrés vers un but, vers un objet, comme le fait la dopamine, là, vers un individu. Mais si vous avez quelques rapides notions dans le domaine des addictions aux substances, et pas d'ailleurs qu'aux substances, des addictions en général, c'est aussi ce qui se joue ici. La sérotonine, on a un petit peu parlé pour cet aspect d'activation émotionnelle, de stabilité émotionnelle. Et la question n'est pas simple parce que les concentrations de certains de ces messagers chimiques fluctuent au fil d'une relation, par exemple. Et cette sérotonine, à certains moments, elle sera peut-être un peu en manque. Donc c'est peut-être aussi cette forme d'instabilité, cette forme d'agitation que peut ressentir l'amoureux. Et puis, dans quelque chose qui s'installe, eh bien, une espèce de retour à l'équilibre. On parle aussi beaucoup d'homéostasie, de régulation des ressources. Et on voit aussi là se jouer quelque chose qui est relatif à ce que l'on sait de la neurobiologie, neuropsychologie du stress. Et puis, je crois que lorsque l'on parle du sujet qui nous intéresse ici, qui est celui du lien, qui est celui de l'amour, de l'attachement, il y a aussi quelques grands ambassadeurs de la thématique au niveau neurochimique, et notamment l'ocytocine, cette hormone de l'attachement. Cette hormone, plus que de l'attachement, c'est vraiment une hormone qui amène au comportement prosocial, qui amène au lien, qui amène aussi, dans certaines études, ça a été associé empiriquement à des comportements de générosité. Et alors l'ocytocine et d'autres marqueurs assez proches, comme aussi la vasopressine, qui pourrait même être impliquée, selon certaines études, dans la stabilité de ce lien de cet attachement, autrement dit, ce que d'aucuns pourraient appeler la fidélité. Donc, il y a toute cette machinerie qui se met en place et qui nous amène qui nous met face à une relation complexe entre une espèce d'unité centrale qui est le cerveau, pour reprendre ces modélisations très, très cognitives, mais en lien avec un organisme et animé par ces aspects très automatiques, à nouveau impliqués dans l'émotion et la récompense. Alors, vous avouerez que par rapport à Marceline Desbordes-Valmore, j'ai l'hypothalamus qui bat, ça ne le fait pas. Je suis rempli d'ocytocine pour toi, c'est pareil, on est peu poétique, même si visiblement on est dans la réalité.
Alors, le sujet qui est le nôtre ce soir, c'est un sujet sur lequel, bien sûr, on s'interroge depuis très longtemps. Et Ovide, qui parlait d'art, d'aimer, en 2 après Jésus-Christ, il disait déjà l'amour a plus d'un style, on plaît quand on varie. Et pareil, très ancien, le texte du Kama Sutra, cet art d'aimer de la civilisation indienne, où on dit quelque chose que l'un des Allemands fasse à l'autre, celui-ci doit lui rendre l'appareil, baiser pour baiser, caresse pour caresse, coup pour coup. L'art d'aimer, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est inscrit dans notre patrimoine génétique, dans notre cerveau, ou est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça vient avec l'éducation? Eh bien, peut-être un peu les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'il y a des aspects, vraiment quand on parle d'amour, quand on parle de ce lien très intense qui va exister entre des individus, vous l'avez compris, on parle des aspects d'attirance primaire, avec cet aspect de désir physique pour l'autre, dans une perspective qu'on a évoquée, hein, qui est celle de la sexualité, de la reproduction. Et puis, il y a ces aspects beaucoup plus abstraits. Et tout ça, en fait, on se rend compte que, c'est une hypothèse hein, qui est faite, c'est que ce serait probablement une manifestation de ce que très tôt, on voit s'observer, par exemple, entre le bébé et la maman, où il y a un attachement fort. D'aucuns emploieraient là aussi le mot inconditionnel. Les reports d'expérience de certains parents, et d'ailleurs autant mère que père, sont même assez éloquents là-dessus. On entend souvent, même si ça va être difficile ici de le généraliser telle une loi scientifique, mais je ne me sentais pas prêt, je n'avais pas le mode d'emploi, je n'avais pas assez confiance, et puis tout s'est fait automatiquement. C'est probablement ici l'illustration de cet aspect, vous avez évoqué la génétique, de cet aspect précablé que l'on retrouve chez l'être humain, que l'on retrouve d'ailleurs pas que chez l'être humain, chez les mammifères, mais qui chez nous a pris une place particulièrement importante parce que dans le domaine du vivant, les mammifères misent beaucoup sur l'attachement, sur le soin, sur l'accompagnement affectif. Et l'être humain, peut-être plus encore que d'autres, de par sa grande immaturité lorsque l'être humain vient au monde. Et là, ici, on a un certain nombre d'éléments qui sont vraiment dans cette lignée-là, hein, du lien automatique, des aspects innés, des aspects automatiques, et notamment on retrouve ocytocine, vasopressine, prolactine. C'est un peu la machinerie qui est rapidement en pilote automatique. Et là aussi, avec des différences entre les individus, et parfois même un même individu peut, au cours de sa vie, connaître des variations à ce niveau-là, mais il y a cette espèce d'équipement de base. Mais il y a aussi des choses qui s'apprennent, parce que l'amour, c'est un ensemble de comportements. Il y a aussi des normes, et ça s'apprend par sa propre expérience. Ça s'apprend également par l'intégration d'un référentiel social et culturel. Donc on est dans quelque chose qui est au croisement de l'effet du gène, avec tout ce que ça comporte d'éléments communs à tous les êtres humains, mais aussi parce qu'on a tous une information génétique à un moment qui se spécifie et qui nous rend différents, et bien ces différences interindividuelles. Et puis, ces aspects d'apprentissage, donc cette relation entre le biologique, le génétique, hein, tout ce que le génome apporte, et l'influence de l'environnement. Et dans un domaine qui est celui de la psychologie du développement et de la psychopathologie du développement, on insiste beaucoup sur l'influence précoce de cet environnement, sur aussi l'expression de ce qui est amené à jouer au niveau biologique. Donc, on est un peu, alors, pardon pour la métaphore, balle au centre, entre le terrain
l'inné, le terrain de l'apprentissage. Probablement d'ailleurs qu'à vraiment intégrer cette interaction, ce produit à la fois du gène du culturel, de l'apprentissage, de l'environnemental, probablement qu'on devient, quand on prend cette perspective-là, plutôt que de choisir dans quel camp doit aller la balle, probablement qu'on devient plus efficace, plus écologique, plus en lien avec la réalité des choses pour essayer de décrypter ce qui se met en place, ce qui se joue dans l'amour. Parce qu'à nouveau, des aspects d'expérience précédente, et je ne parle pas forcément ici du tout jeune individu, du bébé ou du jeune enfant, mais des expériences précédentes nous aident, souvent nous guident. Et là aussi, ça va guider alors notre manière de tisser notre réseau social, de nouer nos liens. Et peut-être le plus important, le plus magique, entre guillemets, on sort de la science, mais de ces liens, qui est le lien amoureux. Voilà. Merci. Alors, vous savez qu'en matière de physiologie des émotions, vous avez un redoutable compétiteur qui est Grand Corps Malade. Alors, je n'ai pas l'art du slam. Si on avait eu Margot et Ben, je suis certain qu'ils auraient été capables de faire ça, mais je vais quand même vous en lire quelques lignes pour replacer, je dirais, ou tenter de replacer les émotions là où elles seraient, de façon caricaturale ou pas, vous nous le direz. La tête, le cœur et les couilles. Grand Corps Malade. Il y a chez l'homme 3 leaders qui essayent d'imposer leurs lois. Cette lutte permanente est la plus grosse source d'embrouille. Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles. Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous. Si un jour on est des agneaux et que le lendemain on est des loups, c'est à cause de ce combat qui s'agite dans notre corps. La tête, le cœur et les couilles discutent, mais ils ne sont jamais d'accord. Mon cœur est une vraie éponge, toujours prête à s'ouvrir. Mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendrir. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune, mais il y en a une qui veut pas. Putain, ma tête me casse les burnes. Ma tête a dit mon cœur qu'elle s'en battait les couilles. Si mes couilles avaient mal au cœur, que ça créait des embrouilles, mais mes couilles ont entendu et disent à ma tête qu'elle n'a pas de cœur. Et comme mon cœur n'a pas de couilles, ma tête n'est pas prête d'avoir peur. Moi, mes couilles sont tête en l'air et ont un cœur d'artichaut. Et quand mon cœur perd la tête, mes couilles restent bien au chaud. Et si ma tête part en couille, pour mon cœur, c'est la défaite. Je connais cette histoire par cœur, elle n'a ni queue ni tête. Moi, les femmes, je les crains, autant que je suis fou d'elles. Vous comprenez maintenant pourquoi chez moi, c'est un sacré bordel. Je n'ai pas trouvé la solution. Ça fait un moment que je fouille. Je resterai sous le contrôle de ma tête, de mon cœur et de mes couilles. Alors, évidemment, passer de Ronsard à Grand Corps Malade, on fait un peu le grand écart et pourtant, on est dans le même sujet. Le désir, est-ce que c'est la même chose que l'amour ? Comment ça commence, comment ça continue, comment ça s'arrête. Et puis, est-ce que désirer une femme, un homme ou une pâtisserie, ce sont les mêmes ressorts? Vous parliez d'addiction tout à l'heure. Alors, merci pour ce passage de Grand Corps Malade qui m'évoque, je peux me permettre, un autre texte de Grand Corps Malade qui, je ne sais plus l'intitulé exact, je crois que c'est... Le titre, c'est Dimanche soir ou Plus peur des dimanches soirs, Oui, où très beau, très beau. il rend un très bel hommage à une femme, à sa compagne, et avec tout ce qu'elle a pu lui apporter. Et on voit aussi, peut-être, puisque il me semble que c'est une question que vous souleviez, une forme d'autres temps, d'autres séquences de la relation, de l'attirance, du lien avec une femme, avec sa femme, en l'occurrence qu'il décrit. Faisant référence en fait à la complicité, à la construction, y compris à la vie de famille. Aujourd'hui, on va avoir un des Qigong les plus... Alors, on a une vision peut-être un peu processuelle ici à appliquer. Vous évoquiez la différence entre la manière dont ça se passe pour un homme, la manière dont ça se passe pour une femme. Et l'attirance pour ni l'un ni l'autre, mais une pâtisserie. Bien oui, c'est probablement ce qui se joue ici, c'est déjà un fort désir quand on est engagé dans le sentiment amoureux, un fort désir, et le désir, à nouveau, on y revient sous l'angle
du besoin, d'un aspect assez primaire, des structures cérébrales qu'on pourrait qualifier de presque animales, je dirais pas jusqu'à archaïque, mais on voit se jouer quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion, de l'impulsivité. Et puis arrive ensuite, comme une couche, comme une brique supplémentaire dans ce qui s'appelle le sentiment amoureux, eh bien, un désir plus complexe. Et là, les sensations, les pensées, les émotions, les comportements sont un peu orchestrés d'une autre manière. Le but n'est plus le désir d'une personne pour la pulsion sexuelle, pour le plaisir, peut-être, pourquoi pas, très égoïste que ça procurera à l'individu, ou pour la perspective, là aussi, de pérennité de l'espèce, mais quelque chose qui est centré sur, à nouveau, une personne et pas une autre. Et là, le but, c'est de nouer un lien stable, fort, durable. Et ce lien stable, fort, durable, il n'est pas déconnecté selon certaines théories, hein, il n'est pas déconnecté de la logique évolutionniste, puisque on a cette idée qu'ensemble on est plus fort, et ensemble on est plus fort aussi dans le processus, alors pas juste dans l'aspect chasseur-cueilleur d'un autre temps, mais aussi dans l'aspect résistance à des adversités, à des stress environnementaux, mais aussi plus grande efficacité pour s'épanouir, pour se développer, pour optimiser notre fonctionnement, et aussi plus grande efficacité pour éduquer, pour être auprès de ses enfants. Donc on a aussi cette logique-là, hein, dans l'évolution sur trouver un partenaire, c'est aussi trouver le partenaire parfois sous cet angle, pas uniquement sexuel et reproduction, mais aussi cet angle stable et éducatif, en fait. Et on a un processus global qui est être motivé, aller vers un but qui va évoluer en fonction du stade de la relation, en fonction peut-être aussi de la recherche initiale de la personne, de son contexte, de son état d'esprit. Et une certaine satisfaction lorsque l'on obtient ce que l'on a, ce que l'on veut. C'est là aussi tout l'enjeu de la récompense, et on en revient à ces aspects bien spécifiques au niveau anatomique, au niveau fonctionnel, au niveau chimique dans le cerveau. Et puis, il y a des moments où le manque s'installe, la distance se fait ressentir, et là arrive la frustration, et la frustration, elle va être un moteur pour essayer de retrouver ce qui manque, ce qui est parti, ce qui fait défaut. Donc, on va avoir, même si peut-être on sort d'un certain romantisme, on va avoir un mécanisme similaire entre désirer la femme, désirer l'homme, désirer quelque chose qui vraiment constitue un objectif, comme le serait la pâtisserie. En ce sens, ça pourrait être les mêmes ressorts, mais après tout cela arrive dans un contexte, je vous parle beaucoup de choses qui sont en lien avec des structures, vous l'aurez compris, assez fondamentales, assez basiques du cerveau, dont on sait la communauté avec d'autres espèces animales, des animaux non humains. Mais nous, on a aussi ce petit quelque chose en plus, ce néocortex, ce fruit de l'évolution qui nous amène vers des normes, une construction sociale et culturelle, et on va aussi bien donner un sens qui, pour le coup, fera la part des choses entre le désir pulsionnel pour le verre d'alcool, la cigarette, le sucre ou un autre être humain. En tout cas, normalement. Alors, vous l'avez bien compris ce soir, nous n'avons pas l'intention de sortir du romantisme. Donc, il nous reste encore 2 extraits littéraires et puis 2 questions. Donc, nos amis qui sont avec nous peuvent tout doucement se mettre à préparer éventuellement soit une remarque, soit des questions après. Pour revenir dans le romantisme, ce qui donnera la possibilité à Arnaud de se reposer un tout petit peu, la vieille chanson du jeune temps. On passe cette fois-ci de Grand Corps Malade à Victor Hugo. Je ne songeais pas à Rose, Rose au bois 28 mois. Nous parlions de quelque chose,
mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire « Après ?» La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols, et j'allais, j'écoutais les merles, les roses et les rossignols. Moi, 16 ans, et l'herbe rose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient rose et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant. Pour prendre une mûre aux branches, je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Alors, Arnaud, est-ce que cette amitié-amour entre Rose et ce jeune garçon qui est avec elle, est-ce qu'elles sont d'une nature différente? Je crois que la question, elle est très bien ficelée. Je vous en remercie parce que vous évoquez le mot nature. Est-ce que c'est une nature différente entre un lien d'amitié, un lien d'amoureux au sens peut-être le plus conventionnel du terme? Là aussi, une partie de la littérature tend à expliquer que à soutenir l'idée que ce serait probablement la même chose parce que c'est les mêmes circuits, la même mécanique, mais on aurait des gradients, on aurait une intensité différente. Vous savez, l'ocytocine, cette hormone d'attachement dont nous parlions, elle est impliquée dans le fait de se faire des amis, en fait, de se faire un lien social, d'être en capacité de comprendre autrui. J'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite, mais voilà pourquoi ça fait partie de certaines pistes. Bien sûr, la route est longue et il ne s'agirait pas non plus d'exagérer le champ des possibles, mais voilà pourquoi ça fait partie d'une piste dans ce qu'on appelle des pathologies de la cognition sociale, des pathologies où on a du mal à comprendre et à agir avec son environnement social. Une peut-être là aussi des plus emblématiques du domaine, c'est l'autisme, les troubles du spectre de l'autisme. Il y a une hypothèse que l'ocytocine pourrait, si elle était administrée, et il y a eu quelques tests avec des sprays nasaux, améliorer la capacité à générer et maintenir du lien social. En tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'entre des personnes qui souffrent de difficultés interpersonnelles et des personnes qui n'en souffrent pas, il y a bel et bien cette ocytocine qui est impliquée. Mais cette ocytocine qui sert au lien social, donc par exemple, aller vers autrui, se faire des amis, c'est aussi impliqué dans l'attachement, c'est aussi impliqué dans l'attachement, vous savez, on va sous deux angles, hein, le fait de générer le lien et après de le maintenir, parce que c'est bien forcer les choses, mais il faut que ça se stabilise, entre guillemets. L'ocytocine semblerait, après une étude assez récente que je lisais à ce sujet, impliqué dans la consolidation mnésique, la mémorisation, par exemple, des caractéristiques de l'être aimé. Vraiment maintenir en mémoire ce qui compte, ce qui est important dans une relation particulière chez le partenaire ou la partenaire de vie. Cette ocytocine, on la retrouve dans le lien parental. Il y a des personnes qui sont un peu familières avec la maïeutique, l'ocytocine, elle aide à l'accouchement, elle aide dans les contractions, même un peu au-delà, puisqu'elle sert à la délivrance complète. L'ocytocine, c'est des cascades, ça paraît simple dit comme ça, mais là aussi, parfois, on voit que la machine est assez bien pré-câblée, calibrée pour faire tout ça, mais c'est impliqué dans la lactation qui va aussi avoir un rôle dans le lien. Mais cette ocytocine n'est pas que féminine, elle n'est pas que maternelle, puisque on
on s'intéresse par exemple aujourd'hui à cette ocytocine chez le parent homme. Et puis, même aller plus loin, c'est à approfondir. Mais cette ocytocine, elle permet de générer du lien entre les individus, l'amitié, elle est dans l'amour du couple, elle est dans l'amour parental, bien au-delà juste de l'aspect accouchement de la maman, puisque ça va bien au-delà de cette séquence-là, c'est potentiellement pour toute la vie et aussi pour ceux de papa. Et l'ocytocine serait aussi retrouvée dans le lien, la qualité du lien entre l'homme et l'animal. Et par exemple, l'un de ses meilleurs compagnons qui est le chien. Donc, ça nous donne une vision assez fondamentale, assez processuelle. Et on pourrait supposer que lui, c'est de même nature. La même mécanique se met en place. Par contre, la vitesse de croisière n'est pas la même. Et ce serait beaucoup plus fort, beaucoup plus intense lorsque cet attachement concerne, par exemple, la dimension parentale ou la dimension amoureuse du couple. Alors, pour évoquer notre sujet, pour cette dernière question de ma part, puisqu'on va passer à l'échange avec nos amis qui sont en visioconférence ce soir, on aurait pu utiliser Aragon, hein, évidemment, les yeux d'Elsa, on aurait pu utiliser Breton, l'amour fou, on aurait pu, si on avait été en présentiel, voir des peintures de Klimt, des peintures de Chagall, ou éventuellement même voir des sculptures de Rodin ou de Canova. Alors ça, j'espère que ça sera pour une autre fois. Et on va se contenter de vaguement Serge Lama. Je suis malade, complètement malade. Et puis, comment s'appelle-t-il déjà? Michel Sardou. Elle court, la maladie d'amour, etc. Alors, dites-nous, est-ce que c'est une maladie, l'amour? Est-ce qu'on peut tomber malade? Est-ce que ça peut se soigner? L'amour, c'est grave, docteur? Alors, l'amour. Allez, prenons contre-pied. Et si l'amour était l'antidote, si c'était le remède, possible aussi. Justement, sous cet angle-là, un certain nombre d'aspects psychophysiologiques, neuropsychologiques qu'on peut évoquer dans le champ de l'amour vont être très en lien avec le champ des émotions positives, de l'affectivité positive, qui va contraster avec ce qui se joue, par exemple, dans le stress, dans la détresse, dans la souffrance. Donc, en ça, on pourrait, voilà, comme je vous le disais, prendre le contre-pied en se disant, c'est peut-être en tout cas le remède à plein de choses. Et puis, si vous me permettez cette parenthèse, là aussi, elle sera rapide, mais elle est en lien avec l'actualité. On est un certain nombre de psychologues à avoir un petit peu tiqué dans le contexte sanitaire que nous connaissons, sur le terme de distanciation sociale qui était employée au début, distanciation sociale. Et la distanciation sociale, elle devient vite une distanciation justement de ces liens particuliers, et elle devient vite une distanciation affective, alors qu'en fait, c'était maladroit, mais je pense qu'on a compris l'idée, c'est une distanciation physique, le fameux au moins 1 mètre de distance entre les individus, et cette distanciation physique, potentiellement, elle doit être rééquilibrée, contrebalancée par cette proximité, ce rapprochement affectif et social. Les apéros Zoom, le fait d'appeler plus souvent ses proches, le fait qu'il y ait eu des vraies opérations de solidarité qui soient mises en place pour éviter l'exclusion, le repli. Parce que tout cela, quand on en est en manque, quand on en est en mal, quand on est dans un état particulier qui est celui de la solitude, eh bien c'est problématique et ça fait souffrir. Et à ce titre, certaines études là aussi dans le champ de la cognition sociale et qui sont allées jusqu'à une investigation avec des paradigmes de neuroimagerie, donc pour voir comment se comporte le cerveau lorsqu'on traite l'information socio-affective, ont mis en avant que le réseau de la douleur, qui s'active lorsqu'on se fait mal physiquement, lorsqu'on se blesse, qu'on se coupe, qu'on a une dorsalgie, etc. Le système de la douleur qui s'active en cas de douleur physique est susceptible de s'activer
lorsque l'on est dans une douleur dite morale, dite sociale, dite affective. Donc, ce manque de lien, cet état négatif, ce stress que l'on a quand on est physiquement atteint, corporellement atteint, il se retrouve aussi avec le même substrat cérébral lorsqu'on est affectivement atteint. Donc, partant de ce principe-là, on peut assez raisonnablement faire l'hypothèse que quand on est en distanciation affective paroxystique, lorsqu'on a vraiment le chagrin d'amour, lorsqu'on a vraiment l'être aimé qui nous manque, non seulement notre circuit de la récompense se rend compte qu'il manque quelque chose d'important pour nous faire plaisir, pour nous faire du bien, le manque. Et par ailleurs, eh bien, la détresse, la douleur peut se faire ressentir. Et cette détresse, cette douleur, elle déclenche le système du stress, elle déclenche des voies inflammatoires qui vont effectivement pas vraiment jouer positivement en termes de pronostic sur l'état de santé de l'individu. Alors pour autant, il faut être vigilant parce que je suis malade, la maladie d'amour, etc. etc. Si on l'admet sur un mode très indirect. Les émotions négatives perturbent l'équilibre, perturbent la résistance, la résilience, perturbent ces voies inflammatoires, ces voies immunitaires, donc vont participer à l'état de santé global, mais elles ne sont pas un facteur causal direct. Donc, bien sûr, et à titre d'exemple, là, pour le coup, si je bascule dans de la psychopathologie, mais pas que d'ailleurs, dans de la pathologie plus large, on a un syndrome un peu mystérieux, heureusement rare. En tout cas, on pense qu'il est rare parce qu'on n'a pas beaucoup de données dessus. Peut-être que si on avait des études épidémiologiques plus larges, on changerait notre vision des choses. Mais qui est le syndrome du cœur brisé, qui est d'origine asiatique. Alors, j'ai peur chaque fois de l'écorcher, mais vous retrouverez probablement de quoi il s'agit. Et en fait, c'est le cœur au sens vraiment le myocarde, ce muscle, qui est atteint, qui est perturbé lorsqu'il y a une très forte émotion. Et c'est vraiment une thématique sérieuse parce que ça peut donner un tableau clinique, une présentation qui fait penser à l'infarctus, qui est une véritable urgence, parce qu'il y a effectivement le cœur qui ne pompe plus de la même manière. Et sauf erreur de ma part, ça augmente significativement le risque de problématiques cardiaques après cet épisode-là qui est celui du cœur brisé. Donc oui, une émotion intense, alors qui n'est pas forcément que d'origine amoureuse, mais peut rendre malade de ce point de vue-là. Et d'un point de vue plus psychopathologique, l'adversité, la séparation, le stress, et ça se voit par exemple aujourd'hui sur des études anglo-saxonnes de grande ampleur et d'assez bonne qualité, notamment lorsque ça apparaît très tôt, eh bien, par certains mécanismes dont on a un petit peu parlé ici, ça vient impacter la résistance de l'individu et probablement hypothéquer son état de santé. Et certains arrivent même à essayer de chiffrer ce que ça va donner en termes d'impact sur la trajectoire développementale, sur le devenir de vie d'une personne. Donc oui, l'amour, l'attachement, la perte de l'émotion positive au bénéfice malheureux de trop d'émotions négatives et d'une voie de stress qui s'emballe, oui, ça peut participer à rendre malade. Mais tout comme le fait d'être dans un environnement qui promeut tout ça sous un angle positif, eh bien, va mettre davantage de chances de son côté, va aider à lutter contre un certain nombre de facteurs de risque ou de vulnérabilité des individus. Alors, nous sommes ce soir en distanciation physique, c'est net. Oui. Arnaud Carré se trouve à Chambéry. Nous sommes pour la plupart dans l'Albervillois ou peut-être au-delà, d'après ce que je vois. Mais nous l'avons bien prouvé, nous ne sommes pas en distanciation sociale puisque justement nous pouvons échanger. Et c'est ce que je vous propose maintenant. Alors, par Zoom, c'est évidemment moins facile que ça le serait dans une salle où on pourrait lever la main, poser des questions, mais ça fonctionne un peu pareil. Ce qu'on vous propose tout simplement, si vous souhaitez prendre la parole pour une remarque, pour une précision ou pour une question, c'est dans ce cas-là d'activer votre micro. Si vous le souhaitez, vous activez votre vidéo pour qu'on vous voit, mais vous n'êtes pas obligé. Vous vous présentez si vous le souhaitez ou pas.
Et puis, nous, on essaiera de vous répondre. Arnaud Carré se tient prêt. Alors, on se donne, je ne sais pas, un petit quart d'heure, c'est possible. Qui a la première question? Alors, rassurez-vous, c'est aussi difficile par Zoom que dans une vraie salle. La première est toujours difficile à poser. Qui s'y colle? Y a-t-il quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Ce n'est pas obligatoire du tout. Je vois Ambroise Teco qui lève la main. C'est Ambroise. Oui. Par contre, il faut simplement nous le dire. Bonsoir Arnaud Carré. Bonsoir. Merci pour ce temps et cette conversation. J'ai eu une question toute simple. Au niveau de la langue française, de mon point de vue, je suis prof de français. J'ai l'impression, comparé à d'autres langues, que la langue française est un peu pauvre au niveau de l'expression de l'amour. Donc, on aime sa femme comme on aime le chocolat, comme on aime son voisin, comme on aime Dieu. Et c'est le seul verbe, le verbe aimer. Voilà. Alors que, dans ces différents exemples que j'ai cités, le degré d'amour peut ne pas être le même. On n'aime pas le chocolat comme on aime sa femme, par exemple. Pour nous autres croyants, on n'aime pas Dieu comme on aime son voisin. Donc, ma question est, est-ce que ce que j'appelle une certaine pauvreté de la langue française à exprimer l'amour, est-ce que ça peut, apporter des confusions ou une certaine sécheresse dans ces différents types d'expressions? Alors, je compléterai la question d'Ambroise en disant, en espagnol, on dit te quiero, je te veux. Est-ce qu'ils sont plus honnêtes que nous? Oui, en effet, il est vrai que, par exemple, dès qu'on est dans les balbutiements, dans les fondamentaux de la langue anglaise, on voit vite poindre la différence entre like et love, par exemple. Et effectivement, a priori, love va être bien destiné à l'amour, à la personne et à tout ce qu'on a pu évoquer ici. Et like, a priori, serait supposé, pour reprendre l'exemple, être destiné au chocolat, à la pâtisserie, à un hobby, une activité, ou alors à un autre individu, et en arrivant à contraster ces différents éléments. Pour autant, votre question, elle m'évoque les travaux d'un chercheur qui s'appelle Alan Fiske, qui est américain, et qui, alors du coup, n'est pas français, n'a pas le lexique français, donc a peut-être une marge de manœuvre un peu plus importante, avec ne serait-ce que ces like, love. Mais pour le coup, il a travaillé sur un état émotionnel qu'il qualifie de mémoire le plus émouvant possible. Et donc, c'est quelque chose qu'il façonne à travers des aspects orientaux. Alors, pour le coup, il faudrait regarder plus en détail parce que j'ai peur d'être un peu approximatif, d'être tout à fait approximatif. Mais le terme en question dont il parle, c'est le Kamamuta. Kamamuta, et le Kamamuta, c'est selon ce que défend ce psychologue des émotions, et en particulier des émotions positives, c'est ce côté, vous savez, transcendant. Kama, c'est l'amour. Pardon? Kama, c'est l'amour. Kama, c'est... Et par exemple, ce qu'il en vient à dire, c'est que le fameux Kamamuta, il le décrit avec souvent des sensations, et la sensation, c'est très difficile à traduire en langage, ou en tout cas, on y arrive
un peu plus facilement, assez facilement, en tout cas un peu plus facilement, on va dire comme ça, quand on l'a soi-même déjà expérimenté. Donc il y a une vision très expérientielle, quasiment rituelique du phénomène. Sur un point de vue qui est cette fois-ci celui de psychologue, et notamment dans un travail psychothérapeutique avec des personnes autour de la thématique émotionnelle, autour du lien et de l'attachement, c'est vrai qu'il y a une problématique lexicale, du moins c'est ce qui m'apparaît. Certains parlent même d'une espèce de perte du mot ou d'inaccessibilité du mot, qui peut être plus ou moins liée à la difficulté d'accéder à ses émotions ou à ses sensations. Ça vous intéresse, il y a l'agnosie affective, l'alexithymie, l'alexisomia, tous ces termes-là qui montrent qu'en fait, c'est difficile parfois de mentaliser, mais aussi et surtout de rendre compte, de restituer. Alors, ce dont on se rend compte d'un point de vue thérapeutique, c'est qu'à un moment, il faut peut-être mettre de côté un petit peu les mots et se centrer sur l'expérientiel. Et lorsque c'est nécessaire, eh bien, peut-être essayer de générer des expériences, enfin, de faire en fait que ça s'incarne pour être dans la pleine préhension du phénomène émotionnel et ici en particulier du phénomène amoureux. Voilà les éléments que m'évoque votre question qui en fait est aussi un constat que je partage. Et vous voyez, même au-delà de la langue française, il semble qu'il soit partagé. Et ce que vous disiez, Eric, même avec encore une manière d'exprimer le lien sur l'appartenance, parce que je ne suis pas du tout, je parle pas un mot d'espagnol, même si je sais ce mot-là, mais voilà, maintenant j'en saisis un peu plus la subtilité, je vous en remercie. On voit qu'il y a aussi probablement quelque chose de l'ordre de la variabilité socio-culturelle par ce vecteur linguistique. Et il me semble qu'il y a très peu d'études qui sont allées investiguer en fait cette variabilité-là. Et ce serait intéressant de voir dans quelle mesure, par exemple, ces aspects-là façonnent des niveaux d'affectivité ou d'émotivité des individus. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une idée derrière, c'est que probablement ces niveaux d'affectivité, d'émotivité ou de capacité à verbaliser, d'expérimenter, de verbaliser certaines choses importantes au niveau émotionnel, parce qu'elles font partie de nous, c'est probablement une manière aussi de commencer à identifier peut-être des risques en lien avec des problématiques émotionnelles et probablement peut-être des pathologies psychologiques en fait. Alors, on s'est promis qu'on finirait à peu près dans ces heures-là, mais on peut prendre encore une question ou deux. Y a-t-il une question ou deux? Sinon, j'en ai une, moi. Hein. N'hésitez pas à prendre la parole. Pour cela, vous activez votre micro et vous parlez. Sinon, je le ferai. Il y a Jean-Marie Muller, je crois. Jean-Marie, tu veux prendre la parole? C'est Christine Muller. Bonjour Christine. À toi. Donc, je voulais demander, donc, pour que l'amour dure, est-ce qu'il ne faut pas non plus aussi avoir la volonté d'aimer? J'aurais tendance à vous répondre par une hypothèse plus que par une certitude et des faits, mais vous évoquez quelque chose de particulier au sein de l'état ou du fonctionnement amoureux qui est la stabilité. Et en ce sens, l'hypothèse que l'on peut faire, c'est qu'effectivement, ça fait partie d'un but, ça fait partie d'un état d'esprit, d'un projet. Donc, pour le coup, si on parle effectivement de cet aspect relation ancrée, relation durable, relation stable, il faut en avoir l'envie, il faut en avoir la motivation, il faut en avoir le projet. Et une des questions qui va à un moment, me semble-t-il, animer celles et ceux qui s'intéressent à cette thématique, c'est par exemple pourquoi, alors que le projet n'était pas présent a priori, pourquoi d'un coup l'envie, la motivation émergent. Et là, c'est probablement parce que se rencontre cette attirance primaire, ce désir à court terme,
et quelque chose qui, chez l'individu, s'inscrit dans du plus long terme. Et on est peut-être passé un petit peu vite là-dessus tout à l'heure, mais il y a aussi probablement des différences entre les hommes et les femmes là-dessus. Alors, pas des différences fondamentales, mais des différences en termes de ce qui peut être un déclencheur ou de ce qui peut retenir, par exemple, l'attention. Et donc, du coup, participer à d'un coup, eh bien, la mise en route d'un projet, d'une volonté de plus long terme. Alors, on peut prendre une dernière question si vous le souhaitez, chers amis. N'hésitez pas à lever le micro plutôt que de lever la main, puisqu'on ne vous voit pas. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Bon, ben, j'en pose une dernière. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé dans votre propos le fait que justement, science, art, émotion, etc., ne s'opposent pas du tout. C'est-à-dire, vous mettez-vous un certain nombre de concepts et un certain nombre de termes. On va tâcher de retenir ceux d'Alan Fiske, par exemple, et puis on mettra peut-être des ressources pour nos amis sur le site Internet ensuite. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire et je vous remercie d'avoir abordé ce sujet avec autant de sensibilité, justement. Alors, on a fait parler de psychologue. La vision du psychologue, est-ce qu'elle est complémentaire, contradictoire avec le ressenti de l'homme, Arnaud Carré, dans sa vie affective quotidienne? Est-ce que, sachant ce que vous savez, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus difficile de vivre des émotions amoureuses ou amicales avec les autres? Est-ce qu'on est mieux armé quand on sait beaucoup? Où est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés? Sans entrer dans les détails de votre vie personnelle, bien évidemment. J'entends bien. Votre manière d'amener les choses, vous avez évoqué être armé, être outillé. C'est probablement alors, quand les choses restent raisonnables, restent équilibrées, c'est probablement un avantage. Je veux dire par là, peut-être en élargissant un peu la thématique, mais quand on parle des émotions, de la manière dont on gère les liens, dont on régule ses affects et son rapport à autrui, comment dire, tout cela, si vous voulez, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est comment ça fonctionne et souvent, nous, on est confrontés à comment ça dysfonctionne et on essaye d'accompagner les gens. Et il y a un principe qui n'est pas spécifique à notre domaine, mais qui est très, très important, qui est celui de la psychoéducation. Et on se rend compte qu'en faisant ce qu'on appelle cette étape de psychoéducation, expliquer comment ça marche, eh bien, notamment quand on est un peu perdu, quand on est en détresse, et vous voyez bien que les aspects très intenses de l'émotion, des fois, prennent le dessus. Eh bien, la psychoéducation, à mon sens, mais ça n'engage pas que moi, mais là, vraiment, c'est le point de vue que je défends, ça participe à donner du sens et ça participe déjà à reprendre le contrôle. Anecdote entre guillemets clinique, partagée par un grand nombre de cliniciens, c'est que avant d'entamer un travail thérapeutique avec des techniques, des processus, des choses très standardisées, un protocole, presque une routine de prise en charge, et qu'on va essayer bien sûr d'adapter et de proposer de la manière la plus personnalisée à un individu, eh bien, avant tout ça, on explique dans une relation de confiance comment on fonctionne, quels sont ces aspects fondamentaux de l'émotion, des liens, de la socialisation, etc. etc. Et on explique aussi éventuellement quelle est la difficulté, quel est le trouble, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue clinique, d'un point de vue épidémiologique, etc. etc. Et ce qui paraît assez impressionnant peut-être dans cette démarche-là, c'est que tout ça, en fait, c'est de la psychoéducation, c'est une première étape avant le thérapeutique. Et souvent, c'est vécu comme quelque chose de thérapeutique, à tel point qu'à l'issue de la première rencontre, on fait de la psychoéducation, personne ne dit « merci, ça va mieux ». Alors qu'en fait, on n'a rien fait, on a juste préparé le terrain, parce que voilà, ça aide à avoir un peu plus la main. Alors, à titre personnel, vous l'avez dit sur le ton de la blague tout à l'heure, mais en disant
Je préfère dire j'ai mon cœur qui bat plutôt que de dire je suis rempli d'ocytocine pour toi. Mais c'est vrai que des fois, on fonctionne un petit peu comme ça. Et ça nous est arrivé, voilà, ce n'est pas une confession bien méchante et très intime, mais ça nous est arrivé entre psychologues, entre chercheurs en psycho ou en neuro, de dire là, il y a mon cortex qui se désactive, ou là, il y a mon amygdale qui flash, ou là, j'ai fait un bond d'ocytocine. Et c'est marrant parce qu'on le verbalise comme ça, mais bien sûr, pas que comme ça non plus. Mais en fait, disons que ça participe souvent à mettre du sens et au moins à comprendre, à envisager, à mentaliser que tout ne se comprend pas, tout ne se mentalise pas, tout n'est pas dans une perspective froide en fait. Et que, au moins ça, on l'intègre par ce biais-là. Voilà. Je souhaite de la part du NIFPOP et puis des gens qui étaient là, mais surtout de ceux qui vous écouteront ensuite, puisque nous avons enregistré cette conversation, vous remercier très chaleureusement non seulement pour l'intérêt du propos, mais aussi pour la belle conclusion que vous avez faite. La psychoéducation, dans les écoles de Californie, un certain nombre d'écoles, ça s'appelle self-science, la science de soi, qui est pratiquée dans un certain nombre d'écoles. Et puis, il y a les grands anciens philosophes qui disaient « connais-toi toi-même ». Donc, un grand merci à vous de nous avoir aidés un petit peu, avec Grand Malade et les autres, à nous connaître un petit peu mieux nous-mêmes. Donc, ce qu'on espère, c'est que si ça vous amuse de rejouer avec nous un jour quand nous serons sortis de ce long tunnel sanitaire, nous serions très heureux de le faire avec un certain nombre d'artistes du coin, comme nous l'avions prévu au départ. Merci Arnaud Carré, bonsoir à tous.